Bonjour à tous et bienvenue au Gré des Vents. Aujourd'hui, on va parler d'un navire qui n'a pas peur du froid des pôles et de leur glace, car il a justement été conçu pour les affronter. Enfilez vos vêtements chauds, on appareille pour le Grand Nord, à la rencontre de celui qui était appelé le Casquelotte. Je veux bien évidemment parler du 3-mât, le Français. Cet épisode sera divisé en 6 parties. En première partie, je vous parlerai de l'histoire de sa première vie en tant que navire danois de 1932 aux années 70. En seconde partie, je vous parlerai de l'histoire de sa seconde vie en tant que navire anglais en 1981 et son exploitation par la Square Sail Fleet. En troisième partie, je vous parlerai de la rénovation totale et des améliorations technologiques qu'il a intégrées de 2013 à 2018. En quatrième partie, je vous parlerai de l'histoire de sa troisième et actuelle vie en tant que navire français de 2018 à aujourd'hui. En cinquième partie, nous verrons l'actuel navire sur le plan technique dans le détail. Et en sixième partie, ce sera la conclusion de vidéo où je vous donnerai quelques informations complémentaires. Malgré toutes mes recherches, certaines informations sont manquantes et d'autres, bien que vérifiées, n'ont pas pu être prouvées. Cela est principalement dû à des changements de nom et de localisation qui n'ont pas été suivis dans le temps. Certaines informations sont donc des déductions logiques mais sans preuve existante. Entre ambiguïté historique et manque de sources, cette vidéo a été très compliquée à réaliser. Si jamais vous constatez une erreur, je vous invite à apporter votre correction en commentaire, de manière respectueuse bien évidemment, comme toujours. L'intro étant terminée, place à la vidéo. Mais avant de débuter, générique. Bretagne, tu as une âme, bien comme une femme, tant désirée par un breton, garde ton nom, personne n'a vaincu tes passions, pays de mer dans tes embruns, on sent l'histoire de tes marins, pêcheurs d'Islande ou Vancouver, ta cloche teinte dans nos cœurs, pays gallo de Saint-Malo, pays gallo de Saint-Malo, face à l'anglais à résister, face à l'anglais à résister, pas de corsaires sans peur si fier, pour l'ennemi ce fut l'enfer, pour l'ennemi ce fut l'enfer. Service du roi sur leur vaisseau, service du roi sur leur vaisseau. Yao fut levé leur drapeau, Yao fut levé leur drapeau. Et sur la Manche ou bien plus loin, et sur la Manche ou bien plus... Nous sommes en 1937, quelque part dans le Grand Nord, plus précisément à Svendborg, au Danemark. Dans le bureau du chantier naval danois Ring Andersen, des hommes s'affairent autour d'une table, réfléchissant ensemble à un projet. Plus tôt dans la journée, un homme serait venu les voir se disant représentant d'une entreprise du nom de Royal Greenland Trading Company, expliquant que sa société souhaiterait introduire de nouvelles technologies de pêche dans sa flotte, des navires plus avancés, plus lourds, plus puissants. Plus tard, l'homme revient et choix est alors fait. Une première idée globale de ce que serait le navire est établie. Pour ce qui est du cahier des charges, il servirait pour la pêche à la ligne. Il devrait donc être réfléchi en conséquence dans l'agencement des éléments du pont où la coupée devrait être largement dégagée de tout taquet, auban ou autre drisse de chaque bord pour ne pas gêner la manœuvre, la manutention se faisant de chaque bord et non à l'arrière comme les navires de pêche modernes. Il naviguerait dans des eaux glacées, où il y aurait de fortes chances de croiser des blocs de glace. Une coque solide était alors nécessaire. S'il venait à être pris dans les glaces, la coque devait résister à la pression exercée par cette dernière. L'idée de la double coque renforcée et les barreaux de renfort sous le pont inférieur semblait alors le meilleur choix pour la résistance de la coque. Cependant, au fil des mois, un problème restait là. Le problème, c'était sa motorisation. À cet instant, cela restait un gros flou. Car si l'on devait équiper le navire avec un moteur suffisamment puissant pour le propulser dignement, le moteur serait bien trop gros en volume et ne rentrerait pas. Il faut bien se dire qu'à l'époque, le downsizing n'existait pas. Un moteur de 300 chevaux pouvait facilement atteindre un volume énorme.
Il sera finalement choisi de coupler 2 moteurs 3 cylindres Burmeister & Wain, modèle Alpha Diesel, de 165 chevaux chacun, donnant en sortie environ 330 chevaux. Le tout avait une taille conséquente, mais pouvait être agencé différemment qu'un unique moteur de 6 mètres de long tel que ceux de 400 chevaux qui se faisaient à l'époque. Le problème de la motorisation étant enfin résolu, les plans pouvaient être finalisés en tenant compte de tous les éléments, dont désormais le moteur. Selon le choix fait en amont, la coque sera en chêne et le gréement en sapin Douglas. Il était alors temps de mettre la main à la pâte pour les hommes du chantier et trouver les arbres qui pourraient correspondre, les abattre, les débiter et les ramener au chantier. La construction débute en 1942 et le navire est terminé en 1946. Le gréement est finalisé et il est officiellement mis à l'eau en 1948. La cérémonie de lancement révélera alors son nom, Kaskelot, signifiant cachalot en danois, en référence à sa longue coque peinte en gris-noir, faisant penser à la peau d'un cachalot. Il sera alors exploité par la Royal Greenland Trading Company, qui existe toujours aujourd'hui et que l'on connaît sous le nom de Royal Greenland. Peut-être que ce logo vous dit quelque chose par exemple, car il est aujourd'hui l'un des leaders de son marché en Europe. À l'époque, cette compagnie était spécialisée dans la pêche, mais aussi dans le commerce. Mais le Kaskelot faisait en plus partie d'une flotte de ravitailleurs qui transportait des marchandises du Groenland jusqu'au Danemark. En 1968, il est finalement rattaché au Groenland par le changement de son port d'attache pour Nuuk, qui n'est autre que la capitale du Groenland. Le navire fut ensuite renommé Arctic Explorer, et ensuite Sanna Maria. Il revient alors au Danemark, plus précisément aux îles Féroé, pour être un navire d'assistance à la pêche jusqu'aux années 70 environ. Alors désolé, je manque un peu d'informations sur cette période, ce n'est pas pourtant faute d'avoir contacté les principaux intéressés, mais d'aucun n'a souhaité communiquer d'informations, que ce soit du chantier naval Ring Anderson ou la compagnie Royal Greenland. Désolé, j'ai fait ce que j'ai pu. En 1981, le Kaskelot est racheté par la compagnie anglaise Square Sail. Littéralement, voile carrée. Pourquoi se faire chier finalement? C'est là que le Kaskelot subira sa première reconfiguration pour être transformé en 2-mâts barque, afin d'être utilisé dans des films et séries télévisées. Pour les curieux, il est paru notamment dans Les Trois Mousquetaires, Shackleton ou encore David Copperfield. Il poursuivit sa carrière cinématographique, puis se tourna vers les fêtes maritimes. En 2013, alors qu'il était toujours sous pavillon britannique, le Kaskelot fut mis au cœur d'un ambitieux projet de modernisation avant d'être revendu à une compagnie française. L'exigence du cahier des charges était que le navire retrouve sa configuration d'origine. En tout cas, esthétiquement, car sous la double coque en chêne va s'installer une technologie à la pointe pour son époque. Une technologie dont je vous en dirai plus dans la 5e partie. Il subira des modifications conséquentes au niveau de l'agencement du pont supérieur. Le gréement sera entièrement refait. Oh, que c'est beau quand c'est neuf, regardez-moi ça! Le gaillard d'arrière sera totalement réorganisé, la barre sera ravancée et la passerelle également sera placée juste derrière la barre et sera agrandie. Son ancienne figure de proue, quant à elle, disparaîtra. Son tableau arrière, jusqu'alors en acier, sera latté de bois et verra son écoutille de poupe disparaître pour que, enfin, le nom du navire et son port d'attache soient enfin centrés. Quoi? Moi? Un toc sur la symétrie? N'importe quoi. Ils referont tout de fond en comble. Les réservoirs de carburant, d'eau douce, d'eau grise, une toute nouvelle cuisine professionnelle, un intérieur et un mobilier, oh là 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 là. Un carré magnifique, des boiseries en veux-tu, en voilà, un travail vraiment incroyable. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans le vlog que j'ai fait à bord et qui est disponible sur la chaîne. Au-delà de ça, en 12 mois de chantier et plus de 55 000 heures de travail, c'est littéralement tout l'intérieur qui a été refait. Et pour l'avoir arpenté de long en large, on peut dire ce qu'on veut des Anglais, mais là, chapeau bas.
je peux vous dire que le savoir-faire naval britannique n'a pas failli à sa réputation. En 2018, le Casquelotte est racheté par la compagnie française Marine Événement et sera renommé Le Français. Alors non, ce n'est pas du chauvinisme en puissance ou encore un manque d'originalité, c'est un nom au contraire mûrement réfléchi, car il s'agit ni plus ni moins que d'un hommage direct aux 3 mâts goélettes de la première expédition du commandant Charcot en Antarctique. Le navire original, celui du commandant Charcot, qui est un autre navire que l'actuel français, avait lui été construit au chantier naval de Saint-Malo en 1903, sur les plans de l'architecte naval François Gautier. Le français actuel n'est donc pas celui de Charcot, mais de par la similarité a été renommé en son hommage, car les 2 navires sont chacun des 3 mâts goélettes. Si certains d'entre vous ne comprennent pas un traître mot de ces noms de gréement et sont curieux d'avoir des explications, vous pouvez aller voir ma vidéo sur la vulgarisation des gréements pour comprendre plus facilement si vous le souhaitez. Actuellement, le français appartient donc à la société Marine Événement, tenue par Emmanuel Roseau, à qui j'avais promis cette vidéo lorsque le français était en escale à Cherbourg, car son projet m'a beaucoup plu et je vais d'ailleurs vous en parler. Alors je précise que ce n'est pas du tout une collaboration commerciale. Pas de ça ici, vous le savez, pas l'histoire d'argent, juste de la passion. Le français est actuellement au cœur de 2 projets. L'un étant l'organisation Grand Voilier École, tenue par l'amiral Forissier, avec qui j'ai également pu m'entretenir, et qui m'a présenté le projet pour le navire d'en faire un outil de transmission des valeurs humaines de la mer aux jeunes générations. La mer est l'école de la vie, surtout sur un grand voilier comme me l'a confié monsieur Forissier. Ce qui m'a fait repenser que c'est ce que m'avait également fait savoir le commandant Vladimir Martus lorsque je l'ai rencontré à Fécamp. Et je suis moi-même de cet avis car étant matelot bénévole à bord de la Croix du Sud 3, qui a un but similaire de réinsérer des jeunes en difficulté, j'ai constaté de mes yeux que l'on pouvait faire quelque chose pour la jeunesse en perte de repères par le biais de la navigation à la voile traditionnelle. Le second projet dans lequel le français est pleinement ancré est Témoin des pôles, aujourd'hui renommé Témoin polaire, dont le français fait partie aux côtés du Marité. L'objectif de cette organisation est de lutter pour la sauvegarde des régions polaires et de sa biodiversité. Ils offrent leur soutien au projet de protection de cet environnement, ils font également de la sensibilisation ainsi que des expéditions scientifiques vers les pôles afin de mieux comprendre et adapter notre comportement à cet environnement. Le français participe également à de nombreuses fêtes maritimes et propose également des sorties en mer ainsi que de la privatisation à quai pour des séminaires ou autres. Je vous donnerai plus d'informations en description. Alors là, attention les mirettes, je vous avais prévenu dans un short sur la chaîne, aucune vidéo de la chaîne jusqu'ici n'a eu de plan technique du navire aussi détaillé. C'est encore plus détaillé qu'un contrôle des AFMAR. Non, je rigole. On va peut-être éviter d'aller jusqu'au calcul de stabilité, hein. Alors du coup, nous allons poser les bases. Concernant le type du navire, il s'agit d'un navire de charge, un navire de commerce si vous préférez. C'est un navire de classe 3 mâts baltique traditionnel. Au niveau de sa coque, il s'agit d'une double coque en chêne massif d'une longueur de 37 mètres et d'une largeur de 8,50 mètres. Son tirant d'eau est compris entre 3,60 m et 3,80 m. Quant à son tirant d'air, il s'élève à 32 mètres au-dessus de l'eau. Concernant son tonnage, il est estimé aux alentours de 460 tonnes. Du côté de son gréement, c'est un gréement de type 3 mâts barque. Il est en sapin Douglas et comporte 21 voiles pour une surface totale avoisinant les 882 mètres carrés. Il possède un mât de beaupré sur lequel se trouve un clin foc, un foc et un petit foc. Un mât de misaine supportant une voile de misaine, un petit hunier fixe, un petit hunier volant ainsi qu'un petit perroquet. Le grand mât supportant la grand voile, le grand hunier fixe, le grand hunier volant et le grand perroquet. Et enfin, le mât d'artimon supportant une brigantine d'artimon ainsi qu'une flèche en cul.
Ensuite, nous allons aborder ce qui fait plaisir quand c'est pétole ou que tu dois manœuvrer dans un port. Le moteur. Sa motorisation originale était un moteur diesel 6 cylindres en configuration 2x3 cylindres en ligne de marque Burmeister & Wain, modèle Alpha Diesel type 343, développant une puissance de 330 chevaux. Quant à sa nouvelle motorisation, il a été doté d'un moteur diesel de 6 cylindres en ligne Mitsubishi S6A3 MPTAW3 avec une cylindrée de 14 litres 6 et développant 500 chevaux et classé Bureau Veritas, ce qui n'aurait pas pu être le cas de l'ancien moteur qui n'avait plus sa place que dans un musée. Alors, c'est ici que vous allez voir à quoi je faisais référence quand je disais une technologie à la pointe pour son époque. Une girouette anémomètre Furneaux F150 servant à indiquer la direction du vent sur un indicateur en passerelle. Un système AIS Furuno FA150 qui sert, avec un émetteur-récepteur, à donner la position du navire ainsi que des données relatives à sa navigation comme sa vitesse, son cap, etc. aux autres navires. Si par exemple vous allez sur le site Marine Traffic, vous verrez tous les navires grâce à leur AIS. Un moniteur tactile Furneaux MU190 HD, il peut être utilisé dans plusieurs modes, mais sur le français il ne sert quasiment que de GPS. Un récepteur météo Navtex NX300 qui permet d'avoir des infos en temps réel sans devoir aller sur le site de météo sans arrêt. Un afficheur de données maritimes Furuno RD33 qui peut afficher différentes données au choix, que ce soit GPS, radar, sondeur, pilote, etc. Un système d'appel sélectif Furuno FM 8900S, ce qu'on appelle vulgairement une VHF, qui sert à communiquer par radio. Un combiné supplémentaire Furuno FM 4721, qui n'est ni plus ni moins qu'une extension de la VHF. Alors c'est ici qu'on va rentrer dans le dur, vous allez voir. Un pilote automatique Furuno Navpilot 711C qui permet au navire de faire route sans personne à la barre. Un joystick potentiométrique à 4 axes, en le poussant vers l'avant on augmente la vitesse, en le tirant vers l'arrière on diminue la vitesse, quand on le met à gauche ou à droite, ça modifie le cap du navire. Si par exemple on fait cap au 280, un clic à gauche, ça corrigera au 279. Il est également doté d'une hélice à pas variable réversible, c'est-à-dire que les pales de l'hélice sont mobiles. L'arbre d'hélice tourne toujours dans le même sens, à la même vitesse, et c'est l'inclinaison des pales qui font accélérer ou ralentir le navire. Et le fait que ce soit réversible permet au navire de faire machine arrière sans devoir changer le sens de rotation de l'arbre d'hélice. Il y a encore toute une myriade de technologies que je n'ai pas pu identifier ou avoir connaissance, mais voilà, ça vous donne une petite idée. Ensuite, petite mention spéciale pour le gris-gris du bord, la manille blanche. Ceux qui la connaissent sont déjà en train de rire. Alors, au-delà de servir de presse-papier, cette manille a été gardée à bord en souvenir, pour montrer l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Lors d'un entretien du navire, les manilles avaient été envoyées quelque part pour être sablées et repeintes. La goupille était vissée dans l'anneau par l'extérieur, de sorte à ne pas être perdue, et surtout de sorte à ne pas peindre le pas de vis. Cependant, au lieu de peindre et puis de défaire la goupille avant de mettre le tout au four pour durcir la peinture, l'ensemble a été sablé et repeint puis passé au four sans être démonté. Tant et si bien que quand les manilles sont revenues, certes, la goupille n'avait pas bougé, mais c'était également sûr et certain qu'elle ne bougerait plus jamais. C'est ainsi que les manilles ont dû être rachetées car bloquées ouvertes par des couches de primaire, de surfacière, de peinture en finissant par le vernis. Tout bien durci au four, tu m'étonnes, ça bougeait plus. Alors, on va passer à la dernière partie du plan technique, les performances de navigation. En ce qui concerne la limite d'allure, au plus près du vent, ça aussi on a vu ce que c'était dans l'épisode sur les gréements, sa limite d'allure est à 65 degrés du vent, ce qui correspond plus ou moins à du pré-bon plein. En ce qui concerne sa limite de manœuvrabilité, donc la vitesse en dessous de laquelle la barre ne répond plus comme elle devrait, c'est en dessous de 5 nœuds.
D'ailleurs, si on est en pilote auto, on sent bien que lui-même panique et ne sait plus quoi faire en donnant des grands coups de barre de bâbord à tribord. En ce qui concerne la vitesse max constatée à la voile, à son allure optimale, c'est-à-dire au largue, au portant, on est à peu près sur du 7,5 nœuds plus ou moins. Et concernant sa vitesse de croisière au moteur, on est plutôt sur quelque chose comme du 9 nœuds en vitesse surface. Comme vous avez pu le voir, le Français a eu une histoire bien chargée. Il est passé de main en main, a été renommé plus d'une fois, a été dans différents secteurs d'activité et il continue aujourd'hui de naviguer depuis 1948. Je vous ai mis en description les liens et les informations complémentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, c'est le plus grand soutien que vous puissiez apporter à la chaîne. Nous on se retrouve en commentaire et dans la section communauté de la chaîne. Jusqu'à la prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout et puissent les vents vous être favorables.